Bonjour, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien en cette période un petit peu troublée, que vous arrivez à occuper vos journées de manière à la fois ludique et éducative. C'est un petit peu l'objet de ces vidéos que je vous mets en ligne de manière régulière. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre. Enfin, vous avez déjà le commencé grâce au travail que je vous avais demandé de faire. Il s'agit donc de l'avant-dernier chapitre du thème de géographie consacré aux grands ensembles régionaux. Nous avons traité du grand ensemble régional intitulé continent américain. Nous traiterons pour terminer le continent africain et entre les deux, nous allons commencer aujourd'hui à parler de l'Asie. Mais non pas l'Asie dans sa totalité, car l'Asie, vous le savez, est un continent immense, mais une région, ou du moins deux régions de ce continent. Alors je vous ai préparé une petite carte pour que les choses soient bien claires au niveau de ce qu'on entend par Asie du Sud et de l'Est. L'Asie du Sud et de l'Est, comme vous le voyez sur cette petite carte, englobe à la fois ce qu'on appelle l'extrême-orient, c'est-à-dire les pays, un ensemble constitué notamment de la Chine et du Japon. Nous avons ensuite l'Asie du Sud ou sous-continent indien, puisque cette région du continent est constituée par des pays de culture indienne, à savoir l'Inde bien sûr, mais aussi le Bangladesh ou le Pakistan notamment, ainsi que le Sri Lanka. Et enfin, dernière partie de cet ensemble régional, l'Asie du Sud-Est, constituée par un ensemble d'îles qui sont au contact entre le continent asiatique et l'Océanie. Alors, première chose qu'il faut retenir, c'est que on a là les principaux foyers de peuplement de l'humanité, puisque vous le voyez peut-être sur cette carte. Toujours est-il, on l'avait noté dans l'introduction, que l'Asie du Sud, c'est plus d'1,7 milliard d'habitants, l'Asie de l'Est, c'est plus d'1,6 milliard d'habitants, et l'Asie du Sud-Est, à l'heure actuelle, compte environ 700 millions d'habitants, ce qui fait plus de 4 milliards d'êtres humains. Donc pour avoir une idée assez précise de la situation, on peut dire aujourd'hui que plus d'un être humain sur deux habite dans cette région d'Asie du Sud et de l'Est. Donc ça permet déjà de planter le décor en termes de population, puisque c'est une première caractéristique de cet ensemble régional, le poids démographique, le dynamisme démographique de cette région du monde. L'autre caractéristique qui distingue cet ensemble régional des autres ensembles régionaux de la planète, c'est la forte croissance économique que connaissent les pays de la région. Donc, l'idée de ce chapitre, et le fil directeur en quelque sorte, c'est, après avoir présenté la situation démographique, montrer notamment que tous les pays n'ont pas le même degré d'avancement, voire d'achèvement de la transition démographique. Une fois donc présenté un petit peu cette situation assez hétérogène finalement, en termes de dynamisme démographique, essayer de voir comment cette croissance démographique peut être un atout pour la croissance économique, mais tout en envisageant aussi le cas de figure qui consiste à ce que ce poids démographique soit aussi une contrainte. Donc, vous voyez, c'est un petit peu des questions qui vont guider notre étude. Donc cette situation démographique, ce dynamisme démographique, ce poids démographique sont
sont-ils finalement des atouts ou des contraintes au développement économique, à la croissance économique, comment en quelque sorte concilier les deux, hein, c'est-à-dire croissance démographique et croissance économique, et puis aussi comment faire de cette croissance économique, je l'ai dit, qui est indiscutable si on regarde ces 20 dernières années, c'est dans cette région du monde que les taux de croissance ont été les plus importants, avec souvent donc des taux de croissance à 2 chiffres. Hein. On pense à la Chine, mais actuellement il y a d'autres pays qui connaissent une croissance économique très rapide, comme l'Inde, comme le Pakistan, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, bref. Hein, donc on est vraiment au cœur du dynamisme économique qui se joue actuellement dans cette mondialisation de 2020. Hein. En même temps, quelle stratégie mettre en œuvre pour faire de cette croissance économique, pour transformer en quelque sorte la croissance économique en développement humain notamment, et comment faire pour que cette croissance économique et ce développement soient durables, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte cette considération environnementale qui aujourd'hui est primordiale, vous le savez, et là aussi on le verra, hein, une croissance économique trop forte n'est pas toujours la meilleure garantie de préservation de l'environnement. Donc voilà un petit peu tous les enjeux qui se posent à cette région du monde. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de présenter. Et on terminera ce chapitre avec une étude de cas, comme nous le faisons toujours. Hein, nous l'avions fait avec le continent américain, nous le ferons avec le continent africain. Et donc on va s'attarder plus particulièrement sur 2 États qui aujourd'hui se disputent un peu le leadership dans la région, hein, qui sont non seulement des puissances régionales, mais aussi de grandes puissances mondiales. Il s'agit du Japon et de la Chine. Voilà un petit peu pour la présentation globale de ce chapitre. Alors maintenant, je vous demandais moi de commencer par une première leçon qui s'intitulait l'Asie du Sud et de l'Est, les défis posés par une population considérable et une croissance économique forte. Il s'agissait dans un premier temps d'évaluer un petit peu les défis que pose le nombre, hein, c'est-à-dire cette masse démographique qui est exceptionnelle dans cette région du monde. Alors, une série de questions. La première, je vous demandais pourquoi... non, attendez, excusez-moi. Quel est le lien, quel lien peut-on établir entre croissance démographique et développement économique? Vous aviez 2 documents qu'il fallait croiser. En croisant, donc en confrontant ces documents, ces cartes notamment, vous deviez arriver à la conclusion que les pays les plus riches sont ceux dont l'indice de fécondité est le plus bas, indice de fécondité, nombre d'enfants par femme en moyenne, et inversement, hein, les pays qui sont les plus pauvres sont ceux qui connaissent la croissance démographique la plus rapide parce que justement ils ont un taux de natalité qui reste encore relativement important. Première observation qu'on pouvait faire. Alors deuxième question, je vous demandais quels sont les enjeux de l'Asie du Sud en relation avec la croissance démographique. Eh bien, les enjeux qui se posent aujourd'hui aux pays d'Asie qui sont en forte croissance démographique, ce n'est pas le cas de tous les pays, hein, vous avez dû le voir, eh bien c'est un problème qui se pose à tous les pays qui connaissent aujourd'hui une croissance démographique forte, tous les pays jeunes, comme on les appelle. Hein, c'est des problèmes, ou du moins des enjeux en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne le logement et en ce qui concerne la santé, hein, mais aussi en ce qui concerne l'emploi, on y reviendra dans la question 4. Troisième question, expliquer la notion de dividende démographique. Alors, ça c'est un concept, une notion qu'il faut maîtriser, cette notion de dividende démographique. C'est une situation démographique dans laquelle se trouve un pays qui est en voie d'achever sa transition démographique. Donc si vous avez tous en tête le schéma de la transition démographique avec les fameuses 2 courbes, le taux
de natalité ainsi que le taux de mortalité, eh bien vous devez vous souvenir que dans un premier temps, hein, quand le pays commence sa transition démographique, eh bien le taux de mortalité chute. Hein. À l'inverse, le taux de natalité reste très élevé. Et donc l'écart entre les deux courbes qui marquent l'accroissement naturel du pays est très important, hein, et donc le pays connaît une période de très forte croissance démographique. Et puis ensuite il y a une seconde phase où le taux de natalité va à son tour chuter. Hein. Et donc aujourd'hui un certain nombre de pays asiatiques, c'est le cas de l'Inde par exemple, de l'Indonésie, du Vietnam, eh bien, sont dans cette situation. C'est-à-dire que la nouvelle génération est moins nombreuse que la précédente, puisque le taux de natalité a chuté. Hein. Mais la génération qui arrive sur le marché du travail, la génération précédente en quelque sorte, elle est très nombreuse. Ce qui fait que la génération, la catégorie de la population du pays qui est productrice de richesse, hein, celle qu'on appelle la population active, est très nombreuse, par opposition à la population dite dépendante, c'est-à-dire à la fois la population âgée, hein, les retraités, qui sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que déjà la génération d'avant était moins nombreuse que celle qui arrive sur le marché du travail, que la jeune population active. Et puis, hein, nous sommes encore dans des pays relativement pauvres, donc l'espérance de vie est dans l'ensemble bas, ce qui fait que le nombre de personnes qui appartiennent à cette catégorie qu'on appelle donc la population du troisième ou du quatrième âge est peu nombreuse. Tout comme la population jeune, hein, donc l'autre catégorie de la population que l'on surnomme la population dépendante. Pourquoi? Parce qu'elle ne produit pas de richesse, elle est dépendante donc de la population active. Donc les enfants, en quelque sorte, eh bien, eux sont, tout en étant relativement nombreux, le sont moins que la génération d'avant qui est arrivée sur le marché du travail, parce qu'on l'a vu, fin de transition démographique, donc baisse du taux de natalité, hein, donc les enfants, les femmes, pardon, ont moins d'enfants que leur mère en quelque sorte. Et donc on est dans une situation donc, comme je vous l'ai dit, de dividende démographique, c'est-à-dire d'un point de vue économique, eh bien la situation démographique est, je dirais, maximale en quelque sorte, hein, pour la croissance économique et pour que le pays connaisse donc un développement qui soit important, à condition toutefois que cette nombreuse population active ait un emploi. Et donc là on en vient à la quatrième question: quel défi doit relever l'Inde pour faire de cette population un atout, hein, notamment cette population jeune qui est très nombreuse en Inde? Eh bien, le premier défi que doit relever l'Inde, c'est de donner du travail à toute cette population active. Hein. Et pour cela, on vous disait dans le texte, donc en plus de créer suffisamment d'emplois, notamment pour les jeunes, eh bien, il y a tout un ensemble d'infrastructures logistiques, d'infrastructures de transport, mais aussi tout un travail en termes d'égalité hommes-femmes qui reste à faire en grande partie en Inde, hein, puisque pour que cette population active nombreuse soit un atout économique, hein, soit une richesse pour le pays, il faut que cette population active soit utilisée au maximum. Donc pour ça, il faut que et les hommes et les femmes puissent avoir un emploi. Donc à l'heure actuelle, c'est un défi que l'Inde est en train de relever, hein. Alors on verra avec plus ou moins de succès, mais voilà, cette situation dans laquelle se trouve l'Inde, là aussi, on pourrait l'exporter dans d'autres pays de la région, hein, ce qu'on appelle donc ces pays jeunes, ces pays qui sont en fin de transition démographique, qui donc bénéficient de ce dividende démographique. Donc beaucoup d'atouts, beaucoup de potentialités avec cette population jeune, cette population souvent bien formée, éduquée, diplômée, mais voilà, hein, il faut en quelque sorte que l'économie nationale puisse
donner un emploi à toute cette jeunesse, et donc ce n'est pas chose aisée. Voilà pour la 4e question. Alors 5e question, là on a par contre un problème complètement différent. C'est un problème que rencontrent non pas les pays jeunes, mais les pays vieux ou les pays vieillissants. En l'occurrence, là, il s'agissait de la Chine, même si on a vu que dans la région, vous avez dû le voir sur les cartes, la Chine n'est pas la seule dans ce cas, dans la situation de vieillissement de sa population, puisqu'il y a le Japon qui est un degré de vieillissement encore plus accentué que la Chine, puisque le Japon aujourd'hui, si on observe l'accroissement naturel du Japon, il est négatif. C'est-à-dire que tous les ans, il y a au Japon plus de décès que de naissances. Donc on a là un véritable enjeu, un véritable défi pour le Japon, mais qui, vous le voyez, est complètement différent de celui d'un pays comme l'Inde. La Chine, donc, la question était: quelles conséquences négatives a eu la politique de l'enfant unique mise en place en Chine en 1979 ? Eh bien, la réponse, c'était un vieillissement accéléré de sa population, puisque la Chine, en gros, a fait en une génération ce que d'autres pays occidentaux, comme la France, par exemple, a fait en 2-3 générations, d'où l'expression de vieillissement accéléré. Et le problème qui se pose, mais avec encore plus d'acuité, de manière encore plus rapide, c'est les problèmes que rencontrent tous les pays industrialisés aujourd'hui, les pays qui sont aussi des pays vieillissants, en Europe notamment, c'est-à-dire un problème de financement des retraites, mais aussi un problème simplement de maintien démographique. Je le disais avec le Japon aujourd'hui est bien un pays dont la population stagne, voire diminue. Ce qui permet au Japon à peu près de maintenir sa population, c'est une faible immigration qui permet un peu de compenser justement le déséquilibre entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Mais ce qu'on retrouve au Japon, on le retrouvera peut-être demain en Chine, puisque le pays, tout en étant le pays le plus peuplé du monde, avec plus de... Aujourd'hui, on est à autour d'1,4 milliard d'habitants. La croissance démographique a fortement diminué au cours de ces dernières années, elle devrait stagner dans les années à venir, et beaucoup de démographes misent sur une diminution de la population chinoise autour de 2050. D'ailleurs, vous le savez, la Chine, quoi qu'il arrive, au cours de cette décennie, durant les années 2020, je dirais même au début des années 2020, sera dépassée par l'Inde. L'Inde qui est actuellement avec 1,3 milliard d'habitants, le deuxième pays le plus peuplé du monde, mais la croissance démographique étant plus forte, l'Inde devrait dépasser dans un futur assez court la population chinoise. Voilà. Donc, vous le voyez, un certain nombre de défis liés à la population, mais qui sont complètement différents selon que l'on est dans un pays jeune ou dans un pays vieillissant. Nous en venons maintenant à la trace écrite. Donc, je vous propose la trace écrite suivante. L'Asie du Sud et de l'Est est le principal foyer de peuplement de la planète. Plus de la moitié de la population mondiale, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Les plus grandes métropoles du monde sont asiatiques. À l'heure actuelle, sur les 10 agglomérations les plus importantes, les plus peuplées du monde, 7 sont asiatiques. Je vous les donnerai à la fin de la trace écrite. La croissance démographique est forte mais inégale. Le maintien d'une forte fécondité dans les pays pauvres contraste avec les pays plus développés qui ont achevé leur transition démographique. Je pense notamment au Japon, à la Corée du Sud ou à la Chine. Le poids démographique de la région présente des avantages économiques indéniables, main-d'œuvre importante, jeune, souvent bien qualifiée, très diplômée. Il peut aussi s'avérer être un frein au développement. Problème en termes d'éducation, de santé, de logement, on l'a dit, donc c'est un petit peu le revers de la médaille de ces populations importantes et souvent relativement jeunes. Qu'ils soient jeunes ou vieillissants, chaque pays doit relever des défis démographiques différents mais bien réels. Voilà la situation de l'Asie de l'Est
et du Sud aujourd'hui en termes démographiques. Donc, des problématiques différentes, hein, on l'a dit, mais des problématiques réelles qu'il va falloir relever, qu'il va falloir surmonter pour que ces pays puissent transformer ce dynamisme démographique, hein, cette masse démographique hein, en atout économique. Voilà, et pour terminer, donc je vous donnerai les 7 métropoles asiatiques qui aujourd'hui sont parmi les 10 premières au monde, hein, les 10 plus peuplées. Nous avons Tokyo, hein, qui est la métropole la plus peuplée du monde, avec plus de 40 millions d'habitants. Hein. Nous avons Delhi, hein, ex-New Delhi, donc en Inde. Nous avons Shanghai en Chine, Mumbai en Inde, Osaka Kobe, qui est une conurbation japonaise, Pékin ou Beijing, hein, capitale de la Chine, Dhaka, et je crois que j'en ai oublié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, on est bon. Et donc, les 3 autres métropoles hein, qui sont classées dans les 10 premières, les 10 plus peuplées du monde, mais qui ne sont pas asiatiques, sont Mexico, New York et Sao Paulo. Donc, des métropoles américaines. Voilà, c'est sur ces quelques paroles que je vais vous laisser. À venir, donc, le petit 2 de ce chapitre, qui sera consacré celui-là au défi de la croissance économique. Donc, je vous encourage à jeter un œil sur Pronote hein, le jour donc, où nous sommes censés nous voir en vrai, hein, habituellement. Puisque c'est sur ce créneau que je mettrai donc la problématique et les exercices à faire pour la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne continuité, portez-vous bien et à très bientôt.